bienvenue à cette soirée du Cercle qui est spéciale parce que aujourd'hui, c'est la fête de l'innovation, c'est la fête des assises. Aujourd'hui, nous fêtons les 18 ans du prix de l'innovation. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, 18 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où le prix va voter d'ici quelques jours, n'est-ce pas? Il a bien reçu son bulletin. Bref. Chers amis, nous avons commencé aujourd'hui cette fête, pour celles et ceux qui ne le savent pas, à 8h du matin, avec certains membres du jury, mais surtout les startups du prix. 14 startups qui avaient candidaté au prix ont été choisies pour cette matinée où nous avons eu la chance, l'opportunité d'avoir une cinquantaine de représentants de fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que notre mission aux assises est celle d'aider l'innovation non seulement avec votre public, avec la promotion, mais surtout avec une recherche aussi de fonds de levée. Donc, je tenais à partager ce moment de fête, commencer si tôt. Et pourtant, vous voyez, ça ne se voit même pas qu'on se levait si tôt. Bref, mais ce soir, vous allez donc écouter et voir les 5 meilleures startups qui vont concourir pour le prix de l'édition des Assises 2024. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Avant, par contre, je vais vous proposer quelque chose de différent. Nous vivons, particulièrement en ce moment, une période de trouble. Que l'on soit d'un côté ou de l'autre, le contexte actuel, géopolitique, électoral, il est assez complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire aux assises? Pas grand-chose, à part vous offrir un moment de partage, de learnings, d'enseignement. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir une personnalité du panorama médiatique français. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir en scène Nicolas Bouzou et Sébastien Coinon. Merci Maria, ça marche, super. Tu veux pas que je décale un tout petit peu, oui, Nicolas? Voilà. Ouais. Mais vraiment vachement proche, super. Bonsoir à tous, merci Maria pour cette intro et merci d'être là ce soir. Effectivement, on va parler un peu beaucoup même d'innovation ensemble, si vous le voulez bien, avec Nicolas. Ai-je besoin de vous le présenter? On l'entend notamment sur Europe 1. On t'écoute, on te lit aussi régulièrement et on te voit à la télé. Tu es entrepreneur, donc tu as créé il y a quoi maintenant une quinzaine d'années le cabinet Asterès qui fournit quantité d'études toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et tu es aussi à la tête des rencontres de l'innovation. Non. Les rencontres de l'avenir, autant pour moi, qui auront lieu à l'automne. On pourra faire le teasing tout à l'heure. Les 8, 9, 10 novembre. Ça se passe où, les rencontres de l'avenir? À Saint-Raphaël, dans le Var. Sympa. Ouais. Il fait presque encore beau en novembre là-bas. Ça dépend, il peut y avoir l'épisode Sévenol. Mais... bon, là, il fera beau. On parle effectivement d'innovation, comme le disait Maria il y a un instant, des enjeux, de dézoomer un petit peu dans le contexte actuel, parce qu'on assiste, là j'enfonce une porte ouverte pour vous toutes et tous, à une vraie accélération de la tech en général, de l'innovation. On pense évidemment à l'IA, mais pas que. Évidemment, ce qui se passe en cyber est passionnant, dans le quantique, dans la deep tech. Moi, je suis notamment ce qui se passe dans la santé. Alors, ça ne va jamais assez vite, mais voilà, ça progresse, notamment grâce à ceux qui innovent et ceux qui la financent aussi. On a donc une petite demi-heure à passer ensemble, Nicolas, pour donc parler de tout ça. Déjà l'IA, effectivement, je la mentionnais, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. Comment toi tu regardes ça? Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis l'époque, depuis très longtemps. Je sévissais à BFM, donc on ne va pas faire semblant devant le public. Comment tu regardes ça, effectivement, l'IA, et ce qu'on connaît depuis, on va dire, 18 mois, c'est ça? Oui, alors déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, l'IA, au fond, ce qui est très intéressant depuis 18 mois et depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans nos smartphones, c'est le fait qu'on est passé à une nouvelle phase qui est ce que les historiens appellent en règle générale la synthèse créative. C'est-à-dire que dans toutes les vagues d'innovation, vous avez 2 grands moments. Vous avez un premier moment qui est un moment de recherche scientifique, qui est un moment de développement scientifique et d'innovation, mais
on va dire, qui est encore assez loin des préoccupations du public. Donc ça, c'est la première phase. Et ça a commencé il y a assez longtemps avec l'IA, en réalité. Et puis, vous avez une deuxième phase, qui est celle des applications pour le grand public. Et donc, ce qui est nouveau, en fait, avec l'IA générative, c'est pas la techno en elle-même, qui est d'ailleurs qui est loin d'être l'une des plus avancées en matière d'IA, mais c'est le fait qu'elle est devenue une commodité pour tout le monde. C'est-à-dire que pour 20 € ou 20 $ par mois, tout le monde peut avoir accès à cette IA pour ce qu'il veut, pour ses loisirs, pour son travail. Nous, on va sortir une étude avec Microsoft dans alors là, elle a été décalée évidemment, mais on va la sortir en septembre du coup. Et je peux déjà vous donner un chiffre que j'ai trouvé tout à fait passionnant. C'est le fait que 20 à 25% des salariés français utilisent l'IA générative quotidiennement. C'est quand même pas mal. On a des taux d'adoption qui vont très vite. Et mon idée, c'est même de dire qu'en fait, les salariés vont plus vite que les entreprises, vont plus vite que leur management et que leur direction. C'est-à-dire que les gens utilisent l'IA. Alors, je ne sais pas pourquoi les salariés l'utilisent, je ne sais pas encore, et c'est pas sûr qu'ils l'utilisent pour des usages qui soient forcément très productifs. On va voir. Mais je suis sûr qu'il y a un hiatus entre la vitesse à laquelle les salariés, les collaborateurs veulent utiliser l'IA et la vitesse à laquelle les entreprises essaient de s'emparer du sujet. Je ne parle pas de vous évidemment, c'est votre environnement naturel, mais je sais pas, des entreprises du secteur de la distribution, le secteur financier que tu connais bien, etc. Je trouve que les entreprises ne savent pas trop par quel bout prendre le sujet, en fait. Quand tu dis IA générative, tu vas plus en profondeur, parce que Microsoft, en plus, on le sait, est partenaire d'OpenAI. Oui. Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est version gratuite, version payante? Parce que beaucoup l'utilisent en gratuit quand même, je pense une grande majorité. Alors, surtout, est-ce que c'est Copilot chez Microsoft? Non, c'est essentiellement ChatGPT, parce qu'en fait, ce qui a été très fort avec ChatGPT et Microsoft, en fait, là encore, c'est pas la techno, c'est le fait qu'ils ont décidé à un moment de le rendre accessible à tout le monde avec une interface qui est extrêmement simple. Mais c'est vraiment une révolution industrielle au sens que les historiens, là aussi, donnent à une révolution industrielle, c'est-à-dire une innovation qui touche tous les secteurs et non pas un seul secteur. Et je pense qu'en fait, le gros sujet de l'IA, c'est ça, y compris en matière de travail et d'emploi. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est pas quel pan de l'économie ça va détruire ou changer, ou quel métier ça va supprimer. Ça, c'est le grand truc, toujours. Chaque fois qu'il y a des vagues d'innovation, vous voyez des banques d'affaires notamment qui pondent des rapports sur voilà les métiers qui vont disparaître, ça va supprimer, alors je sais pas quoi, 100 millions d'emplois. La presse adore faire peur. La presse adore 300 millions, bah oui, ça fait peur, donc c'est génial. Donc 300 millions d'emplois, 400 millions d'emplois, 400 milliards, pourquoi pas, j'en sais rien. Bon, tout ça n'est pas très. Tu es un éternel optimiste. Est-ce que c'est pas ton côté verre à moitié plein de dire non, mais ça va nous augmenter et pas nous remplacer? Parce que c'est la peur de beaucoup de gens quand même. Ouais, mais en réalité, quand on voit déjà aujourd'hui les usages, je dirais que tout le monde peut l'utiliser, en fait. C'est ça, ça concerne un peu tout le monde. Oui, c'est pas un truc élitiste, quoi. Non, pas du tout, parce que sinon, justement, ce ne serait pas une révolution industrielle. Une révolution industrielle, c'est quelque chose, c'est la machine à vapeur, ça a changé toute l'économie, l'automobile, ça a changé toute l'économie, le chemin de fer, l'électricité, enfin, l'électroménager, tout ce que vous voulez. Justement, tout ça, c'était pas des innovations. Sauf que comme ça va très vite, tu dis 25%, c'est beaucoup en même pas 2 ans. Mais tu as la deuxième thèse de dire ça ne va pas nous remplacer, mais en revanche, ceux qui utilisent et qui utilisent bien et quotidiennement l'IA vont remplacer ceux qui n'utilisent pas. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Ça, je suis assez d'accord avec ça, mais ça, je dirais que c'est pas nouveau. Une autre façon de le dire, ce serait de dire que l'IA, c'est pas une option en fait en matière d'utilisation. On est je peux me tromper bien évidemment, mais enfin quand même, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ça concerne ou ça va concerner tout le monde et toutes les entreprises. Donc le sujet pour les entreprises, c'est comment on l'utilise dès maintenant pour faire des gains de productivité. Je peux prendre un exemple, parce que tu as évoqué la santé, tu t'intéresses beaucoup à la santé. Je peux prendre 1 minute pour raconter sans doute une histoire que vous connaissez déjà, mais je voudrais la remettre en perspective. Il y a, en début d'année, je crois, ou en fin d'année 2023, peu importe, Google, c'est pas Microsoft, mais a sorti une étude sur son IA générative, mais quand même très adaptée aux questions de santé. Elle s'appelle AMI, A-M-I-E.
Et donc, ils ont fait ce qu'on fait toujours quand on veut faire une étude avec une nouvelle technologie, et notamment quand on veut l'utiliser en matière de santé. Donc, on fait des groupes de patients. Donc là, c'était des groupes de faux patients, mais peu importe. Et donc, les patients arrivent avec des symptômes, des comptes rendus de biologie médicale, de l'imagerie médicale, un peu de génomique, une histoire, un environnement, des métiers, des utilisations de substances toxiques ou pas. Bon, voilà, tout ce avec quoi on peut arriver chez un médecin. Et puis, on a fait 3 groupes. Donc, un groupe de patients face à l'IA toute seule, un groupe de patients face à l'IA plus le médecin, et un groupe de patients face à un médecin tout seul. Et donc, ensuite, évidemment, on regarde les diagnostics, prescriptions, les relations aussi, la qualité de la relation. Et puis, on donne ex post une évaluation. Donc, on fait un ranking. Et vous me voyez venir. Évidemment, l'IA seule est arrivé en tête pour tous les items, tous, y compris la relation, l'empathie. Parce que oui, c'est pas très étonnant. Donc, j'ai rien dit, mais certains sont pas surpris. Tu l'as pensé tellement fort que ça s'est vu. Donc, en 1, l'IA seule. En 2, l'IA plus le médecin. Ça veut dire que sur tous les items, l'intervention du médecin dégrade la qualité de la prescription, la qualité du diagnostic, la qualité de la relation. Et en dernier, le médecin tout seul. Alors, est-ce que ça veut dire que les médecins vont disparaître ? Non, pas nécessairement. Ça veut dire que les médecins ne sont pas bons et qu'ils ne savent pas utiliser l'IA. Mais rien ne les empêche de devenir bons et d'apprendre à utiliser l'IA. Ils vont s'améliorer, ils vont pouvoir traiter plus de patients. Voilà, exactement. Traiter plus de patients, ça va permettre de libérer ce qu'on appelle du temps médical, ça va permettre de les traiter mieux, à distance, etc. Donc, je crois quand même à cette complémentarité. Et ce que je voudrais vous dire, si j'élargis un peu la focale, c'est que, parce que ça c'est quelque chose qui est assez mal compris et qui vous concerne, vous qui baignez dans la tech, c'est qu'en fait, il n'y a rien de plus naturel pour l'humain que la technologie. Ça c'est très important. Parce qu'en fait, alors cette idée qui est grandiose et pas de moi, elle est d'un philosophe espagnol qui s'appelle Fernando Savater, que j'adore, qui n'est pas très connu en France malheureusement, mais en fait, qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Choisir, la liberté ». Ce qui veut dire, c'est que nos vies, c'est des choix, en fait. Voilà, la vie, c'est des choix en permanence. Et ce qui façonne nos vies, c'est nos choix, tout le temps. Nos choix professionnels, nos choix affectifs, nos choix amoureux, nos choix de... Voilà, c'est tout ça. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que l'humain est un peu pourri du point de vue de l'évolution biologique parce qu'on n'a pas d'ailes, on ne court pas vite, on ne court pas longtemps, on n'est pas fort, on ne peut pas tuer un animal en l'égorgeant avec nos dents, ni un autre humain. Enfin, on a d'autres super pouvoirs, mais on n'a pas cela. Oui, ça dépend, Maria, mais c'est quand même en principe assez rare. Bon, et donc, en fait, ce qui conditionne notre survie, on est la seule espèce dont la survie est conditionnée à la technologie. On a des avions parce qu'on n'a pas d'ailes, on a des voitures parce qu'on ne va pas vite, on a des outils parce qu'on n'est pas fort. Vous voyez, et on a du numérique et de l'intelligence artificielle parce qu'on a une mémoire qui est très faible. Et donc, il n'y a rien de plus naturel pour l'humain que la technologie. Donc, quand on nous dit j'ai peur que la technologie remplace l'humain, et puis la technologie, je ne sais pas quoi, ça fait peur, ça va se retourner contre nous, etc. Non, en fait, l'humain a toujours été augmenté de la technologie parce qu'il ne peut pas survivre sans ça. Et donc, il n'y a rien de plus naturel que la cybersécurité. Enfin, je veux dire, c'est la prolongation naturelle. Mais celle-là, on va l'extraire, on va la mettre sur les réseaux après. Je vais être honnête, je pourrais le dire d'autres types de technologies. Mais c'est la prolongation naturelle de notre évolution dans un environnement qui est ce qu'il est. Donc, il ne peut pas y avoir de déshumanisation par la technologie, en fait. Parce que dire ça, c'est ne pas comprendre que la technologie est quelque chose qui fait partie de notre environnement et qui est naturel. Tu ne me parles pas de formation. On a aujourd'hui beaucoup de choses accessibles, pour ne pas dire tout, oui, parfois gratuit. Et pourtant, on a l'impression que notre niveau global baisse. Il n'y a pas que les maths. Il baisse. Il y a plein de choses. Bon, il baisse, tu confirmes. Donc, voilà, l'IA, comment elle peut nous aider là-dessus là ? En fait, c'est une excellente question parce que j'adore ta façon de la poser parce que tu vois l'IA en fait comme un outil qui peut nous permettre justement, qui peut peut-être, si on est astucieux et si on utilise bien l'outil, qui peut nous permettre justement de nous former, d'apprendre des choses. Et en fait, le sujet, c'est vraiment ça.
C'est-à-dire, il ne faut jamais démissionner devant les savoirs fondamentaux, parce que tout ce dont j'ai parlé, notamment l'utilisation des technologies, ou la conception des technologies, ou la production des technologies, au bout du bout, c'est les savoirs fondamentaux qui nous permettent de faire ça, de les concevoir et de les utiliser. Les maths, la physique, le français. Je vais dire quelque chose, je vais enfoncer une porte ouverte, mais vous savez très bien que bien utiliser ChatGPT, ça nécessite de savoir formuler une question très précisément et de savoir interréagir. Et d'ailleurs, ChatGPT, c'est intéressant, l'IA générative. Toi, tu sais prompter, parce tu t'es à prompter ou pas? Sur le tas. Voilà. Mais ça demande du travail, ça demande d'être astucieux, mais on y arrive. Mais en effet, ça veut dire que nos enfants, il faut leur apprendre le français, il faut leur apprendre les maths, il faut leur donner de la culture générale, parce que sinon, on se retrouve tout bête devant une technologie qu'on ne sait pas utiliser. Mais elle-même, alors je vais vous raconter un truc, mais je l'ai déjà dit. Alors je ne veux pas parler de moi parce que mais moi de ChatGPT, j'ai trouvé une utilisation. Puisque tu parles de formation, donc la version 4O, la nouvelle, puisqu'on peut lui parler. J'ai jamais vécu dans un pays anglo-saxon, donc je ne suis pas bilingue. Mais malheureusement, je dois souvent m'exprimer en anglais, et donc j'aime pas, parce que je suis pas aussi à l'aise qu'en français, parce qu'il me manque des mots. Alors mon accent, c'est une cata. Bon, bref, j'aime pas. Et donc, en fait, je fais de la conversation 20 minutes avec lui tous les jours. Parce que ça, l'outil est super adapté. Je lui dis, voilà, là j'ai 20 minutes devant moi, est-ce qu'on peut parler en anglais? Je ne suis pas en forme aujourd'hui, donc sois indulgent, mets l'accent sur mon accent. Voilà. Et ça, franchement, c'est assez génial comme truc. Bon, sur l'IA, justement, on ne va pas faire la demeure là-dessus, mais l'IA, on semble avoir un peu pris le lead en France, sur l'Europe continentale, j'entends, sur 2-3, quand on voit Mistral, mais heureusement, il n'y a pas que, quand on voit les levées de fonds, etc. Mais question un peu boule de cristal, est-ce que c'était avant ça? Tu me vois venir sur le front politique. On a l'impression que les deux blocs en tête là, pour les prochains jours ne sont pas forcément hyper intéressés au fait de tout ça. Oui, alors tes pudeurs langagières t'honorent, mais vous m'autoriserez à ne pas les avoir. Parce que entre un bloc qui veut détruire l'économie française et l'autre qui veut enfermer l'économie française et la fossiliser, je pense qu'il y a un moment où on a le droit de dire les choses. Et en tout cas, moi, je conçois mon rôle comme étant quelqu'un qui dit les choses. Parce que si on demande aux gens de s'exprimer pour ne rien dire, c'est pas la peine. On peut leur demander de s'exprimer et pas être d'accord avec eux. Mais voilà, tout ne se vaut pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, Nicolas a fait un papier au début de semaine et il s'est mis des centaines d'économistes à dos, notamment ceux qui ont appelé à voter pour le bloc de gauche. Je referme la parenthèse. Comme je suis peu impressionnable, ça me pose aucun problème. Et je pense que ça en dit plus sur la qualité. Il n'y a pas de haters dans la salle. Ça en dit plus sur la qualité de l'université que sur la qualité des programmes. Mais cette question, elle devrait être au cœur de nos réflexions, mais elle l'était déjà pas au moment des élections européennes. Non. Alors qu'au fond, quel est l'un des grands sujets pour l'Europe? Parce que tu cites par exemple Mistral. C'est formidable. On est tous fiers de Mistral. Mais ce n'est pas Microsoft. Enfin, quand même, le sujet qui devrait nous obséder, c'est que les entreprises qui investissent le plus dans le numérique dans le monde s'appellent Microsoft, IBM, Amazon, X, Apple. Attends, enfin, Mistral n'existait pas il y a 14 mois. J'entends bien, mais c'est formidable. Tu compares avec des boîtes qui ont des dizaines d'années là. J'entends bien, mais ce débat, on l'avait déjà il y a 10 ans en réalité. On n'a pas de big tech. Et il n'y a pas de big tech. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais je parle à des spécialistes, je ne peux pas m'empêcher de penser que le fait que Thierry Breton, le commissaire européen en charge de ces questions, nous ait présenté l'IA Act avec une exultation qui confinait à la jouissance, en nous expliquant que c'était extraordinaire que l'Europe soit le premier espace politique au monde à mettre en place un acte de régulation aussi strict, eh bien je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ça et le fait qu'on n'ait pas de big tech. Je pense qu'il y a peut-être un lien. En tout cas, je pense que c'est un sujet
qui méritent d'être posées. Et RGPD, c'est... RGPD, c'est bien aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, c'est bien et d'autres pays l'ont imité, etc. Mais c'est pas inintéressant de voir que la Californie a fait le RGPD après nous. Donc après, c'est facile. Ils disent on fait le RGPD, c'est super, et on le fait. Oui, d'accord, mais ils le font après. Donc, évidemment qu'il faut des régulations. Ce serait outrancier de dire qu'il ne faut pas réguler l'intelligence artificielle. Bien sûr que ça présente des dangers, bien sûr qu'il faut des régulations, mais les fondateurs de Mistral, quand on les écoute, ils nous disent on va loin, on régule les choses très en amont, on ne régule pas simplement les usages, on régule les algorithmes. Donc attention, voilà, donc je pense qu'il y a deux sujets quand on réfléchit à l'innovation. Il y a le sujet de l'utilisation de l'innovation. Dans quelle mesure on va être capable d'utiliser l'IA, ça va nous permettre de faire des gains de productivité, etc. Et là, je suis assez confiant parce que l'Europe, en général, et la France, est un pays très technophile et qui utilise assez rapidement les innovations. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Mais il y a une deuxième dimension de l'innovation qui est, est-ce qu'on est capable de produire de l'innovation? Alors, vous le faites, bien évidemment. Mais ce n'est pas simplement une question économique. C'est presque une question civilisationnelle. Est-ce qu'on veut que l'Europe soit un continent qui ne subisse pas l'histoire, mais qui fasse l'histoire? Et ça passe par la conception et par la maîtrise des technologies. Et tu as tout à fait raison de rappeler que là, c'est un sujet qui est complètement absent et qui est complètement absent, notamment dans les deux blocs, puisqu'on parle ainsi, qui sont le plus haut dans les sondages. Mais si on met je ne voudrais pas qu'on passe France 2030 par pertes et profits des politiques publiques, parce qu'on voudra mettre la retraite à 62 ans. Hein. Ah, c'est le risque pour toi C'est le risque. On a un très léger problème d'endettement public. Si vous vous dites, on est le pays dans lequel la dépense publique rapportée au PIB est la plus élevée au monde, et les prélèvements obligatoires rapportés au PIB sont les plus élevés au monde. Et on a deux blocs qui nous disent on va faire exploser la dépense publique, et pour l'un, les prélèvements obligatoires, on va les faire exploser, c'est parfaitement assumé, et l'autre, c'est pas assumé, mais forcément, il y aura une augmentation des prélèvements obligatoires. Il y a bien des... et c'est pas pour financer l'innovation. Il y a bien des politiques publiques qui vont passer à la trappe. Enfin, ça me semble relever du bon sens. Sauf que et donc, je ne voudrais pas que ce soit France 2030 qui a comme seul défaut d'être un peu sous-dimensionné. Toi qui semblais tout à l'heure, de manière caricaturale, envisager l'avenir en regardant le passé, notamment pour nous rassurer sur l'homme qui sera plutôt augmenté, l'homme et la femme augmenté que remplacé. Les populistes, pourquoi les craindre vraiment au pouvoir, avant leur arrivée, puisque Grande-Bretagne, plus loin de nous, moins loin Italie, mais plus loin États-Unis, Argentine, Brésil, tout cela ont voté pour des populistes. Oui. Ça peut empêcher la tech d'avancer. Non, je pense que les nôtres sont plus nuls encore en économie. Ah. Vraiment. Et parce que Javier Milei, en fait, on peut lui trouver tous les défauts du monde. Et moi, franchement, brandir une tronçonneuse dans une manifestation pour dire je vais découper l'État, c'est pas mon truc. Je suis un libéral, mais je m'exprime pas comme ça et j'aime pas cette outrance, parce que je considère que la violence verbale a une responsabilité dans la violence qu'on retrouve dans nos sociétés. Donc je dis ça, donc c'est pas mon truc. Mais il trouve que c'est un économiste de formation. Il est économiste. Au Royaume-Uni, Liz Truss a été très rapidement sanctionnée par les marchés et donc en fait elle a été rapidement et Rishi Sunak, on peut lui faire, mais il a été d'ailleurs il a été ministre de l'économie sous le gouvernement de Boris Johnson. Et Giorgia Meloni en Italie, comme tu sais, elle est plus ou moins coachée par Mario Draghi. Donc voilà. Oui, de la tête. Non, mais c'est de notoriété publique. Voilà, donc il y a quelques garde-fous. Donc oui, ça m'inquiète plus dans le cas de la France. Et puis la France, c'est la France. La France, c'est le pays le plus passionnant au monde. L'histoire de France est l'une des histoires les plus passionnantes au monde parce que la France, c'est un pays incroyablement versatile. L'histoire de France, il se passe toujours quelque chose. Je vous raconte un truc en 2 mots, mais il se trouve que je lis en ce moment... On est à Paris, donc vous connaissez la station de métro Oberkampf. Mais vous ne savez peut-être pas qui était Oberkampf. Je suis en train de lire sa biographie parce que c'est l'inventeur de la toile de Jouy. Il y a un musée de la toile de Jouy qui va rouvrir à Jouy en Josas. Et donc je lis sa biographie en ce moment que m'a donné son arrière-petit-fils. Alors Oberkampf, donc c'était un industriel. Alors c'est passionnant en plus quand vous vous intéressez aux questions de binationalité et tout. C'est la totale.
Il était suisse, arrivé en France. Le ministre de l'économie était Colbert. Il a attendu que la France signe un traité de libre-échange pour pouvoir exporter. Il a eu le statut de manufacture royale. Je ne savais pas ça, moi. Manufacture royale, en fait, ça voulait dire que, grosso modo, il n'y a plus de réglementation et d'impôts qui s'appliquent à vous. C'est super bien. C'est une espèce de grand plan de simplification qui s'appliquait à vous. Moi, je crois que c'était que de l'argent public, en fait. Mais non, c'était assez malin comme truc. Et alors, il a connu la Révolution, la Terreur, le Directoire, le Premier Empire, la Première Restauration, les 100 jours et la Deuxième Restauration. Bon, il est mort. Mais en termes de versatilité, si vous voulez, de l'opinion publique française, vous pouvez bien vous rendre compte que tout ce qu'il a vécu dans une vie professionnelle, hein. Enfin, je veux dire, vivre la Révolution, la Restauration, les 100 jours, donc le retour de Napoléon et une nouvelle restauration, un Bourbon en plus, là, vous vous dites que nos compatriotes changent d'avis quand même de façon assez radicale. Et alors, pour finir de faire mon intello, parce que j'ai besoin de me réconforter en ce moment, donc quand j'ai besoin de me réconforter, je reviens au classique. Donc là, je relis les mémoires de Tocqueville sur la Révolution de 1848. Mais il y a vraiment des génies, quoi. C'est génialissime parce qu'à chaque page, vous avez quelque chose qui s'applique à aujourd'hui. Et là, dans le RER, en vous rejoignant, je tombe sur cette phrase qui est absolument géniale. Les Français sont le peuple au monde qui déteste le plus leurs gouvernants, mais c'est le peuple au monde qui demande le plus de gouvernement. C'est génial. C'est 1850. C'est génial. Et donc, c'est une histoire de haine et d'amour de la France. Et donc, tout ça pour dire, pour être tout à fait concret, le premier ou la première ministre qui sera nommée dans 2 mois sera bien évidemment, battra des records d'impopularité dans 6 mois, parce que la France est comme ça. Alors, il nous reste quand même 5-6 minutes. Je parle trop, hein. Non, pas du tout. Ah bon. Qu'est-ce qui pourrait ne pas passer par pertes et profits? Donc, qu'est-ce qui pourrait résister à une vague populiste qui, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, est mondiale? Et donc, du coup, pourquoi nous, on passerait à côté? Mais a priori, non. Je crois que ce qu'on fait est très... Ce que vous faites, enfin, moi je ne fais rien, mais est très important. C'est-à-dire que l'IA, dans 6 mois ou dans 12 mois, quoi qu'il se passe en France, sera toujours là. Les problématiques de cybersécurité, quoi qu'il se passe en France, seront toujours là. La dette publique, quoi qu'il se passe, sera toujours là. Le fait que la géopolitique soit devenue un déterminant fondamental des évolutions, un déterminant fondamentaux de nos évolutions économiques, ce sera toujours vrai dans 6 à 12. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la politique est quelque chose de très important et de très sérieux, mais vous avez d'autres choses qui font nos vies et qui sont très importantes. Et si je prends énormément de recul et si j'essaie de voir les choses de très loin, et si j'essaie de me dire, au fond, allez, un exercice qu'on peut faire ensemble d'ailleurs, tu connais tous ces sujets par cœur, quelle est l'évolution aujourd'hui la plus importante pour nos vies ces 50 prochaines années, de tout ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça commence par un C. Pour moi, c'est l'innovation, ce qui est le plus important. J'aurais dit le climat. Mais oui, mais le climat, pour moi, l'innovation et le climat sont 2 sujets qui sont liés, parce que l'atténuation et l'adaptation au réchauffement climatique trouvent en partie, pas que bien évidemment, mais en partie... Tu vas te faire traiter de techno-solutionniste. Oui, mais alors c'est très intéressant que tu me dises que tu vas te faire traiter de techno-solutionniste, parce que quand on me dit ça, croyant me piéger, je réponds oui. Oui, je suis un techno-solutionniste, absolument. Parce que toute l'histoire humaine, c'est ça. Tous nos problèmes n'ont jamais été résolus par la bien-pensance ou par les bons sentiments. Ils ont toujours été résolus par la technologie et l'innovation. Ça ne veut pas dire que ça marchera à ce coup-là, hein. Ma remarque est uniquement une remarque historique. C'est une observation. Donc, ce n'est pas parce que ça a marché par le passé que ça va marcher pour le futur. Enfin, j'espère que vous pensez ça, parce que vous êtes partie prenante de ce truc-là, hein, cela dit. Hein. Donc, en principe, vous devez être d'accord avec ça. Mais je pense que le climat, en fait, est un immense problème, une immense contrainte qui nous force à trouver des solutions. Et notamment des solutions en matière d'innovation. Mais donc, c'est l'innovation, en fait. Sous-chapitre, dans les méga tendances, tu mettras quoi, là? Donc l'innovation, le climat, la géopolitique. Voilà, pour moi, c'est vraiment
si je voulais essayer de diminuer un peu les incertitudes et vous dire ce dont je suis absolument certain que la géopolitique domine l'économie, je suis absolument certain que l'IA, tout le monde va l'utiliser et toutes les entreprises vont l'utiliser, je suis absolument certain que le combat contre l'atténuation des émissions, enfin contre la baisse des émissions carbone, on a bien commencé et on est sur la bonne voie, mais on va devoir redoubler de vigueur. Et aussi traiter le sujet, malheureusement, puisque le réchauffement climatique a commencé, de l'adaptation au réchauffement climatique, donc l'eau, les infrastructures, le logement, tout ça. Et je suis absolument certain du fait que l'argent public sera plus rare ces prochaines années. Ah, et je suis aussi absolument certain d'un autre truc, c'est que l'âge médian en France était de 35 ans en 1950 et qu'il est de 45 ans aujourd'hui. Et que 18 millions de nos concitoyens ont plus de 65 ans, et que la classe d'âge dont les effectifs vont le plus augmenter d'ici 2030, c'est les 75-85 ans. L'un d'entre vous me disait très gentiment, avant de rentrer, je vous regarde danser dans l'air. L'âge médian des gens qui regardent C'est dans l'air, c'est 65 ans. Non, mais c'est l'âge médian, donc toi, tu es au-dessous. Voilà. T'es en dessous. Mais c'est l'âge médian. Quand même. Mais attendez. C'est pas une question d'horaire puisqu'elle est rediffusée à 22h30 ou 23h. Donc c'est pas ça. Mais est-ce que c'est une émission qui est faite pour les seniors ? Ah, pas du tout. Une émission d'actualité qui traite les sujets d'actualité tels qu'ils tombent avec un concept qui est 4 personnes qui discutent autour d'une table. Donc c'est pas un concept qui est neutre. C'est pas fait pour les seniors. Donc pourquoi est-ce que C'est dans l'air regardé par des seniors et pourquoi est-ce que la télévision est regardée par des seniors ? Parce que la France est composée de seniors. Voilà. Non, mais... Alors, moi, quand j'essaie de m'exprimer et de me faire entendre auprès de jeunes, je suis obligé... D'aller sur Twitch. Oui, sur Insta, sur TikTok, etc. Mais c'est pareil pour vous, c'est pareil pour les entreprises. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 50, quand on voulait s'adresser aux seniors, il fallait mettre en place une stratégie marketing dédiée aux seniors. Aujourd'hui, quand on veut parler aux jeunes, il faut mettre en place une stratégie marketing et une stratégie de communication qui s'adresse aux jeunes. Parce que si vous prenez un porte-voix et que vous hurlez dans la rue, vous parlez aux vieux. Et si vous parlez aux jeunes, il faut aller chercher les jeunes. Et c'est absolument passionnant d'ailleurs. C'est très intéressant. Mais les jeunes sont devenus une niche. Et ça, c'est une certitude absolue, quoi qu'il arrive dimanche. En conclusion, Nicolas, qu'est-ce qui... Enfin, la France, maintenant, c'est un terrain de jeu, mais c'est notre terrain de jeu, évidemment. On y est très attaché, mais ça reste, on est devenu une puissance moyenne, pour ceux qui sont honnêtes, on va dire. Notre terrain de jeu, donc, c'est à minima l'Europe. On est un pays de consommateurs, d'utilisateurs des tech américaines, et même dans la cyber, on le sait aussi. Comment on peut faire pour passer en production là ? C'est ce que vous faites vous, hein. En fait, c'est avoir plus de gens comme vous et surtout permettre aux gens comme vous de grandir beaucoup plus. En fait, c'est ça. Le sujet de la France et de l'Europe, c'est pas un problème d'amorçage, de start-up, etc. Parce que ça fonctionne très bien. Et notamment en France. D'ailleurs, si je voulais critiquer l'actuelle majorité, je dirais au fond, on a réussi à être la Startup Nation et on est dans le piège de la Startup Nation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à en sortir. Et il faudrait être, pour reprendre dans la Scale-up Nation, dans la Licorne Nation, en tout cas, il faudrait arriver à faire ça. Donc c'est ça véritablement le sujet. Et ce sont des sujets qui sont en grande partie des sujets européens. Comment on homogénise un maximum de nos réglementations. Là encore, tu parlais des biotech tout à l'heure. Aujourd'hui, quand tu as une biotech, le problème, c'est que tu dois faire 27 études pour lancer ton médicament ou ton produit ou ton dispositif médical. Tu dois en faire 27. Aux États-Unis, tu en fais une. En Chine, tu en fais une. Donc, sur des secteurs qui sont capitalistiques, tu t'adresses à un seul marché. J'ai interviewé ça sur mon podcast T45, Neoplantes, qui est une belle start-up qui a 4-5 ans et qui fait des plantes d'intérieur pour dépolluer notre intérieur, sachant que l'intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l'extérieur. Et ben, le produit, au bout de 5 ans de R&D, ça y est live. Et ils l'ont livré, déjà par milliers, mais pas un seul en Europe. Pour l'instant, c'est les US. Incroyable. Et ils espèrent avoir un go des autorités
française, peut-être début 2025. Donc là, tu illustres exactement l'un des aspects de la réponse que je voulais faire à ta question, donc pour ce qui est de l'accès au marché. Et pour ce qui est de l'accès au financement, moi, je persiste à penser qu'il nous manque quand même quelque chose comme un Nasdaq européen, c'est-à-dire un très grand marché de l'innovation, profond, liquide, spécialisé sur l'innovation. Ça commence à être en débat, on commence à parler de ce marché européen des capitaux. Pourquoi ? Parce que Euronext, c'est formidable, hein, bien évidemment, mais financer l'innovation, c'est quand même un métier. Et le Nasdaq, c'est une technique particulière, c'est des analystes particuliers, c'est un écosystème particulier. Ça ne se décrète pas en mais ça, c'est un projet. Ça, c'est des projets qui sont fantastiques pour l'Europe. Ouais, parce que ça nous projette vers l'avant. Et donc, il faut que des gens s'emparent de ça et fassent la publicité de ce type de projet qui nous emmène. Parce qu'il ne faut pas vous y tromper. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils sont d'accord avec nous, et qui ont envie d'être projetés vers le futur, et qui ont envie que la France et l'Europe soient projetées vers le futur. Et donc, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais perdre ce fil. C'est très important. Il faut continuer d'entreprendre, quoi qu'il arrive, de développer nos entreprises, parce que la politique, c'est très versatile, et parce que vous avez vraiment beaucoup de gens qui attendent ça, qui attendent vraiment qu'on projette la France et l'Europe vers l'avenir. Ça clignote rouge. Maria me signale qu'on a terminé. Merci mille fois, Nicolas. Merci beaucoup. Bravo, merci. Nicolas, Sébastien, si comme Nicolas l'a dit, faire des choix face à notre vie, je vous remercie d'avoir fait le choix de venir ce soir, ici, parce que de toute façon, grâce à vous, je suis moins déprimée face aux élections. Donc, si ne serait-ce que pour ça, on les remercie, on les applaudit. C'était court, compact, mais Nicolas et Sébastien restent avec nous, donc on aura la possibilité de changer davantage lors de notre soirée. Bon, là, il va falloir travailler. Est-ce que vous êtes prêts pour travailler ? Voilà, parce que sinon, hein, aux assises, on travaille. Donc, 18 ans de prix. 18 ans, on l'a dit, c'est un anniversaire très symbolique, donc tout le monde va travailler, on va faire plein de choses. Je vais déjà distribuer des rôles. Donc, je donne un micro aux deux coprésidents du jury, que vous voyez ici, Didier et Thierry. Tout le jury, ou presque l'ensemble du jury, est ici. Vous ne les voyez pas, mais promis, ils sont ici. Vous les voyez à l'écran. Ils ont énormément travaillé parce qu'ils ont travaillé pour dénicher parmi une quarantaine de dossiers les meilleurs et donc les 5 de ce soir. Donc, on les applaudit, on les remercie pour leur travail. Oui, enfin, non, juste deux mots. Enfin, je voudrais faire, c'est remercier tous les gens qui travaillent avec nous, remercier les startups parce que si on fait ça, c'est aussi parce que il y a des startups. Il y en a un peu moins de 200 en France actuellement, et c'est vraiment bien parce qu'il y a quelques années, en fait, on comptait ça sur les doigts de la main, quoi. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci. Merci. Donc on les applaudit déjà en avance. Ces 5 startups ont beaucoup travaillé et ils ont travaillé aussi pour se préparer pour ce grand moment de pitch avec nos amis du Cyberbooster qui les ont vraiment, vraiment préparés. Donc, vous aurez 5 pitchs, l'un meilleur plus que l'autre. Mais vous croyez que vous n'allez pas travailler ? Mais si, vous allez vous travailler. Pourquoi ? Ce soir, on ne choisit pas le prix du jury. Il sera choisi demain à 11h. Nous avons une réunion de décision, de sélection. Mais ce soir, vous allez vous choisir le prix du public. Alors, c'est un prix très important. Pourquoi ? Parce que ce prix représente quoi ? Eh bien, des potentiels clients pour nos startups. Donc, vous avez des boîtiers. Est-ce que vous les avez tous et toutes ? Est-ce que tout le monde a des boîtiers ? C'est sûr ? Si vous ne l'avez pas, on vous l'en donne. Très bien. Bon, pour l'instant, ne faites rien de ce boîtier. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il faut faire. Donc, je vous propose de commencer. Je vais m'asseoir parce que je suis un peu fatiguée. Ça, vous ne voulez pas, hein ? Donc, nous allons commencer nos pitchs qui vont se dérouler de manière très stricte. 4 minutes de pitch de chaque start-up et 4 minutes de questions-réponses par le jury. Encore très important, les questions du jury. Pourquoi ? Parce que la décision du jury donnera un stand offert à la start-up du jury. Donc, c'est très, très, très important. Donc, je vous propose maintenant
de démarrer et j'appelle en scène l'équipe de Defense. On les applaudit déjà. Merci Maria. Bonsoir à tous. Je remercie du coup les membres du jury. Merci Nicolas, c'était passionnant. Ça va être extrêmement difficile de passer après ça. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir vous parler d'innovation. Et un point clé que je retiens de ce qui a été dit, c'est comment est-ce que l'innovation peut être apportée de manière beaucoup plus simple. Il y a quelques années encore, pour pouvoir se balader, explorer, il faut savoir lire une carte, il faut avoir une boussole, même si c'est très joli, et il faut avoir aussi l'expérience. Les applications de navigation ont changé ça, la façon dont on est capable de devenir autonome et d'aller explorer de nouveaux chemins sans expérience a priori. Et ça, c'est un point important. Deuxième point important, c'est les interfaces graphiques. Les interfaces graphiques, aujourd'hui, on vit avec, on en a partout, et pourtant, ça a changé la façon dont on consomme la donnée. On est capable d'être plus productif, plus pertinent, et surtout de cacher énormément de complexité qu'il peut y avoir dans les petites bêtes là-bas à gauche. C'est exactement ce qu'on a fait chez Defense. Aujourd'hui, on innove en réponse aux incidents pour les SOC. Notre plateforme en SaaS permet d'automatiser et de faciliter l'accès à la réponse aux incidents de cybersécurité. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est ce que fait aujourd'hui un analyste. Il passe des heures à taper des lignes de commande pour péniblement arriver à un fichier Excel. En 10 fois moins de temps, on arrive à faire tout ce travail 3 fois plus vite et sur 3 fois plus de machines et à arriver à un rapport très rapidement. Pourquoi gagner du temps? Parce que les attaquants vont vite. Ils peuvent passer d'un simple mail de phishing à une attaque de ransomware qui vise l'extraction de ces données et l'extorsion en moins de 30 jours. Il est important de pouvoir réagir rapidement. Avec Defense, notre technologie aux mains des équipes de détection dans les SOC, les équipes sont capables de collecter rapidement toutes les données forensiques dont elles ont besoin. Avec Defense, elles sont capables d'ingérer toutes ces données et de les traiter immédiatement. Un point important, c'est être capable de collaborer. C'est important de pouvoir mettre en place les moyens de communication pour toutes les parties prenantes. Une réponse incident, ce n'est pas uniquement un problème d'expert, c'est un problème qui doit être traité par toutes les équipes. L'objectif d'aller vite, c'est de pouvoir comprendre, avoir le renseignement dont on a besoin sur la menace qui nous concerne au moment où on en a besoin. L'objectif est de prendre les bonnes décisions et de pouvoir contrer ces cyberattaques plus vite qu'elles ne vont. Ça, c'est ce que l'on délivre chez Defense. Aujourd'hui, notre technologie fonctionne avec les autres technologies. On ne peut pas venir juste remplacer, on vient s'intégrer et compléter une chaîne qui aujourd'hui va de la détection à la réponse, et nous, on s'insère au milieu, on apporte l'investigation. On est aujourd'hui capable d'intégrer notre technologie de différentes façons. La plus simple, c'est sans aucune intégration. Notre technologie peut être livrée, déployée en quelques minutes et utilisée par vos équipes. Mais elle peut aussi aller beaucoup plus loin en termes d'automatisation, d'intégration. Et on est capable aujourd'hui de s'interconnecter avec des technologies et de très belles startups, les scale-up maintenant, comme Arfanglab, Sequoia ou encore Glimpse. On a testé et prouvé notre technologie avec les plus grandes équipes de réponse incident, de taille importante. Aujourd'hui, cette technologie nous a permis d'être reconnus comme Cool Vendor par Gartner. C'est une très belle reconnaissance qui nous permet d'apporter une vraie innovation aux équipes de SOC. Je vous remercie. Bravo. Parfaitement dans les temps, bravo. Alors, question du jury. J'ai distribué quelques micros. Qui commence? Le jury, les jurys. Qui commence? Loïs, tu commences. Je pense que tu es choisi par l'ensemble du jury. Moi aussi, je suis choisi. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, puis le dossier aussi autour de ça. Alors, j'ai plusieurs questions, mais déjà, la première question en termes de déploiement de votre solution, donc c'est une solution qu'on peut mettre dans toutes les entreprises, c'est pas en SaaS, etc. Et aujourd'hui,
quelles sont les interconnexions avec les systèmes, justement, les différents outils pour faire de l'investigation? Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt accessible, ouvert, puisqu'il y a des développements internes de solutions, il y a des autres solutions que celles que vous avez montrées, voilà. Comment votre solution évolue si une entreprise, par exemple, la prend pour finalement s'intégrer dans ces process qui existent aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, on a pris le parti de déployer une technologie sans aucune adhérence a priori, sans aucun prérequis. La première raison à ça, c'est qu'en réponse incident, parfois tout le SI peut être HS. Donc on a besoin d'avoir cette capacité à déployer une technologie rapidement en dehors du périmètre compromis et donc de regagner la confiance sur le périmètre de l'incident. Donc ça, c'est une des premières réponses. Aujourd'hui, cette technologie, elle nous permet d'ingérer de manière toutes les données. Aujourd'hui, on part vraiment de la donnée brute qui est collectée sur les systèmes d'information et notre technologie fonctionne beaucoup mieux avec les EDR. Donc on vient compléter aujourd'hui la vue qui est fournie par les EDR par une approche forensique, vraiment une approche d'investigation complète dans notre plateforme. Donc notre capacité à nous intégrer va de aucun prérequis jusqu'à on peut s'intégrer directement dans les stacks techno qui sont en place. Vas-y Sabine. Bonsoir, merci pour la présentation. Moi j'ai une petite question sur le comportement de l'outil en cas de faux positif. Si l'EDR s'est trompé dans la détection, qu'il s'agit d'un faux positif, vous lancez l'investigation forensique, le rapport et tout. Comment est-ce que l'outil va se comporter ? L'outil va se comporter comme un complément d'information. Si l'EDR a un faux positif, et c'est effectivement le cas, on aura fait une levée de doute, c'est-à-dire qu'on aura fait une opération proactive d'investigation sur un système. Donc ce n'est pas complètement du temps perdu. Notre solution va se comporter comme un complément. On va utiliser d'autres règles de détection, d'autres systèmes de détection de la menace. Donc en fait, on vient compléter cette vue. Et là, on va pouvoir confronter notre technologie aux EDR et avoir une vue un peu plus exhaustive. Un autre point important qui a eu le mérite de nous faire citer dans un nouveau papier de Gartner, c'est notre technologie, et on parle d'innovation, on a combiné 2 technologies à impact de 2024, qui sont les graphes de connaissances et les IA génératives. Et donc aujourd'hui, le fait de combiner ces 2 technologies nous permet de décrire de nouvelles règles, des règles comportementales. Donc on est capable de décrire, pour ceux qui connaissent, les techniques et catalogues du MITRE dans des règles comportementales qui sont dans notre plateforme. Donc on fait abstraction d'un ensemble de jeux de règles qui sont compliqués à maintenir pour pouvoir découvrir des comportements. Et là, pour rebondir sur cette question de faux positifs, on va pouvoir détecter ou avoir des faux positifs, mais qui vont être des comportements malveillants. Et ces comportements malveillants peuvent traduire un attaquant ou des administrateurs sécurité moins rigoureux. Donc dans l'absolu, c'est une information dont les entreprises ont besoin. Je pense que le temps est terminé. Donc merci beaucoup. Donc, prêt pour la suite? Le jury est prêt pour la suite, pour le deuxième? On y va? Oui. Alors on appelle Escape, l'équipe Escape. On les applaudit. Bonjour à tous, merci Maria, merci aux membres du jury, merci à tous d'être présents ce soir. Je suis Antoine Carrossio, le cofondateur et CTO de la société Escape. Et je suis ingénieur de l'école polytechnique en intelligence artificielle et en cybersécurité, ancien de chez Apple et du ministère des Armées. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter comment nous avons créé une technologie d'intelligence artificielle au service des problématiques de sécurité et de gouvernance applicative rencontrées par les RSSI au sein d'Escape. Après avoir discuté avec des centaines de RSSI en France et aux États-Unis, nous sommes arrivés à la conclusion que vous ne pouvez pas sécuriser ce que vous ne voyez pas. Et c'est pourquoi nous avons créé Escape, qui vous permet en simplement quelques minutes d'avoir une cartographie complète de toutes vos applications, ainsi que de tous vos assets applicatifs et services applicatifs à l'échelle de toute votre entreprise, y compris les shadow IT, les API zombies et les API legacy.
Ces données sont contextualisées en fonction du risque qu'elles comportent, notamment les données sensibles qui sont exposées, les first-party API qui sont développées en interne ou les third-party API que vous pouvez utiliser, et elles sont liées au code owner, au propriétaire de l'API. En plus de cela, Escape réalise un assessment complet, une évaluation du risque de vos services applicatifs à l'échelle de votre entreprise grâce à plus de 1000 scénarios d'attaque personnalisés, 10 000 scénarios d'attaque personnalisés qui sont réalisés sur vos applications. Ces scénarios d'attaque sont assez complexes, comme pourrait finalement le faire un attaquant externe, mais à une échelle bien plus importante. Enfin, pour les entreprises les plus modernes, nous pensons effectivement que la sécurité doit être au service de la productivité des développeurs, et c'est pourquoi nous nous intégrons avec les outils favoris de vos développeurs dans le processus de remédiation, dans le processus de CI/CD directement, en proposant la remédiation et le snippet de code associé afin que les développeurs puissent directement fixer les vulnérabilités et les problématiques rencontrées par Escape. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, comme vous le savez, après avoir discuté avec beaucoup de RSSI, nous savons que la confiance n'exclut pas le contrôle, et en particulier en matière d'API qui sont souvent négligées, puisque si aujourd'hui vos problématiques sont des problématiques de phishing, des problématiques de sécurisation de réseaux internes ou des problématiques de sécurisation de vos agents LLM que vous pouvez déployer à grande échelle, en réalité le principal vecteur d'attaque auquel vous faites face, ce sont les API. Et notamment, si vous avez des API mal sécurisées, notamment dans leur logique métier, toutes les problématiques que je viens de citer ne sont qu'exacerbées. C'est pourquoi nous avons développé une technologie qui, en simplement 15 minutes, vous propose une gouvernance et une protection complète de votre périmètre API, une garantie de conformité sur toutes les applications et les services que vous exposez, notamment les compliance OWASP 10, RGPD, DORA, NIST, etc. Et comme Escape n'a pas besoin d'agents ni de capture de trafic, Escape n'a pas accès aux données clients et donc préserve la confidentialité de toutes vos données. Donc j'aime bien cette slide, j'aime beaucoup cette slide, puisque l'année dernière, lorsque nous étions devant vous, on sortait de l'incubateur Y Combinator et on avait en fait simplement quelques 5 clients qui étaient en preuve de concept. Aujourd'hui, ce sont tous des clients satisfaits. On a plus de 30 équipes de sécurité des entreprises du CAC 40, de grands comptes en France, mais aussi du Nasdaq aux États-Unis qui nous font confiance pour sécuriser leurs applications à grande échelle. Et notre ambition chez Escape, c'est de devenir le leader mondial de la sécurité et de la gouvernance des applications pour les RSSI. Je vous remercie. Bravo! Parfaitement dans le temps. Alors, c'est parti. Le jury, qui prend la parole? Thierry Auget. On a vu sur la slide 15 minutes là, pour cartographier. Comment ça marche très rapidement hein, et qu'est-ce qu'on est capable de voir après ces 15 minutes? Effectivement, très rapidement, ce qu'on prend en input, c'est un nom de domaine. À partir de ce nom de domaine, on est capable de trouver le nom de domaine de toutes les filiales de vos potentielles entreprises et d'effectuer une cartographie complète de tous vos services API qui sont exposés sur Internet, également de reconstituer les potentiels schémas d'API qui peuvent leaker. On a toute une contextualisation sur les API. Est-ce que c'est un API qui est protégé par un système d'authentification en particulier, etc. Donc on a beaucoup de données de contextualisation sur les API. Et j'ai une organisation avec beaucoup de filiales. Ça, vous allez le reproduire en fait dans l'outil? Absolument, les filiales sont détectées automatiquement. On a des suggestions de filiales et vous pouvez en un bouton les rajouter, en un clic, rajouter toutes vos filiales dans l'organisation. Une autre question peut-être sur justement sur le volet des API. Vous parliez d'authentification. Comment vous arrivez à gérer l'authentification justement à l'échelle? Parce qu'il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'authentification, première question. Et deuxième partie de question, une fois qu'on va faire finalement ces tests, quel est le degré intrusif que vous avez derrière et comment vous évitez qu'il y ait des potentiels problèmes peut-être suite au scan? Par défaut, l'objectif d'Escape est de réduire le time to value au maximum. Donc vous avez besoin de rien configurer et on va venir réaliser des tests de contrôle d'accès sans authentification qui sont déjà pertinents pour plein de raisons. Effectivement, l'objectif, c'est que tout soit extrêmement configurable. Donc, on se connecte à toutes vos API Gateway, à vos services des développeurs, etc., pour venir enrichir ces informations qu'on peut avoir en premier lieu. Et pour chacun vous avez le choix de configurer des modes qui sont plus ou moins destructifs, en fonction, par exemple, si c'est un API de staging, un API de production, un API en développement, etc.
Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez des API sur Internet, mais votre solution, est-ce qu'elle fonctionne sur les API qui sont non exposées sur Internet? Et deuxième question, j'en profite. Oui. Quand vous parlez de garantie de conformité, c'est sur un référentiel. Alors, vous avez listé plein de référentiels, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on a une politique de sécurité de nos API, ça peut s'intégrer, enfin, ça peut se customiser, ce contrôle de conformité, justement? Alors sur la première question, pour les API internes, effectivement, on a simplement un reverse proxy qui est en Go et qui est open source, qui est extrêmement simple à installer si vous avez besoin de réaliser les mêmes opérations sur vos réseaux internes. L'idée, c'est une fois de plus d'avoir quelque chose qui est auditable et qui est extrêmement simple à installer. C'est pas un agent, on capture pas de trafic, c'est juste quelque chose qui nous permet de se connecter à votre réseau interne. Et concernant les garanties de conformité, tout est effectivement customisable. L'idée, c'est que Escape est assez dur dans ce qui est remonté. L'idée, c'est qui peut le plus, peut le moins, puisque nous, on ne peut pas fournir le certificat de conformité, mais en revanche, si vous fixez quand même les vulnérabilités remontées par Escape, ça devrait très très bien se passer sur votre périmètre API, sur les conformités remontées. Vous étiez à cette même place l'année dernière. D'ailleurs, vous avez reçu un prix. Donc on aime bien voir ce qui se passe d'une année sur l'autre. Donc apparemment le chemin que parcouru était assez intéressant. Vous aviez pas mal de POC, quelques POC l'année dernière qui se sont transformés en clients. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les indicateurs que vos POC ont retenus pour passer à des contrats? Oui, c'est le time to value et la scalabilité. C'est-à-dire que si on a des compétiteurs comme par exemple Traceable, No Name, Salt Security dont vous avez entendu parler, le problème de ces compétiteurs, c'est qu'ils doivent s'installer sur chaque nœud du réseau, ils doivent capturer du trafic, donc le time to value est extrêmement long. On a aujourd'hui, vraiment chez Escape, vous avez des résultats dans les 15 minutes jusqu'à l'heure au maximum, tandis que je sais qu'il y a des boîtes qui sont en POC, enfin des entreprises qui sont en POC avec par exemple Salt et qui n'ont toujours pas de résultats après plus d'1 an de POC avec elles et qui ont décidé de choisir Escape pour cette simplicité d'utilisation. Je crois que le temps est passé pour les Absolument. questions. Merci beaucoup. Merci. Chers membres du jury, on passe au 3e pitch, ça vous va? Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir, je m'appelle Gauthier Bujon et je suis le président de la société Moken. Donc chez Moken, nous, on a décidé de s'attaquer à un problème qui touche 100% des entreprises, le vol d'identifiant. Et si je vous dis que le vol d'identifiant, c'est un problème, je pense que vous êtes tous au courant. La preuve, vous faites probablement tous des tests de phishing pour essayer de l'endiguer. Et l'avantage, c'est que je n'ai même pas besoin de vous demander si vous avez des bons résultats. La réponse, elle est universelle. Et c'est la même pour tout le monde. Ils ne le sont pas. Alors, il y en a probablement qui sont meilleurs que d'autres. Mais en aucun cas, quelqu'un n'atteindra le 100% qui permettrait d'éliminer le risque. Et malheureusement, ce n'est pas le seul problème. Récemment, on a vu une explosion de la quantité d'infostealers, majoritairement à cause du BIOD et du télétravail, qui ont fait qu'augmenter la quantité de mots de passe qui sortent des entreprises. Et devant cette envolée, moi je trouve que les entreprises, elles réagissent un petit peu comme ça. Elles essayent tant bien que mal de rattraper tous les mots de passe qu'elles peuvent en souscrivant à du dark web monitoring, en allant chercher sur Web Inbound. Mais la vérité, on la connaît tous, il y en a toujours qui finissent par sortir. Alors est-ce qu'on ne prendrait pas le problème dans le mauvais sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire que ça fait partie du jeu, que les identifiants finiront toujours par fuiter, mais en revanche, essayer de trouver une parade et avoir un coup d'avance sur les personnes qui veulent les utiliser contre nous? Partons du principe que les identifiants finiront toujours par fuiter. Une fois que les attaquants les ont entre les mains, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se connecter à Internet, regarder tout ce qui peut vous appartenir, applications, VPN, webmail, et ils vont tout simplement essayer de se connecter partout. Et nous, notre idée, c'est d'aller étendre ce périmètre externe, dupliquer votre VPN par exemple, lui donner un petit nom sexy, VPN Backup, pour donner envie à l'attaquant d'aller cliquer dessus. Vous lui rajoutez un certificat, un nom DNS pour que ce soit le plus crédible possible, et vous attendez. Et quand les attaquants vont essayer de se connecter un peu partout avec les mots de passe qu'ils ont volés, ils vont aussi essayer de se connecter chez vous, sur ce faux VPN. On va leur envoyer login failed, sauf que nous, dans le bac, on pourra lever une alerte identifiant compromis, qu'on enverra à l'équipe sécurité, qui sera capable de lancer le password reset rapidement pour couper l'herbe sous le pied des attaquants, sans même qu'ils comprennent pourquoi. Et là, l'attaque est terminée avant d'avoir commencé. Et donc notre innovation, c'est ce concept qu'on a appelé le fishback. C'est littéralement faire de la contre-attaque
aller ficher les ficheurs pour récupérer vos identifiants de la même façon qu'on vous les a volés. Et donc chez Moken, on a développé une solution qui permet d'industrialiser la création de ces pièges contextualisés qu'on a appelés des bait. Donc via votre console dédiée, vous pourrez créer un portail VPN, webmail, applicatif, y ajouter votre certificat et votre nom de domaine, et en quelques minutes le déployer dans notre infrastructure SaaS. Et en vous dédouanant complètement de cette partie infrastructure, on a des clients qui ont signé lundi chez nous, qui étaient en prod le mardi. Donc on a lancé le produit en début d'année 2024 et on a reçu un très bel accueil des entreprises. On a déjà près d'une dizaine de clients, des grands groupes majoritairement, dans la santé, l'industrie, le transport et même du public, et on protège près de 100 000 utilisateurs. Au niveau de notre modèle économique, on est sur un modèle d'abonnement mensuel ou annuel qui est facturé en fonction du nombre de bait et du nombre d'utilisateurs que vous avez à protéger. Enfin, concernant la distribution, on a la chance d'avoir engagé un partenariat avec une très belle société que vous devez probablement connaître, la société e-Tracing. Et moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'à chaque fois que je présente ce projet, j'ai la même réaction. On me dit, mais c'est ultra simple, et pourtant ça paraît évident qu'il faut le faire. Pourquoi personne n'y a pensé avant? On s'est posé exactement la même question avec mes associés quand on a eu l'idée à la suite d'une crise cyber. Et avec le recul, je pense que c'est peut-être parce que ces derniers temps, innover a peut-être un peu trop rimé avec complexité et pas assez avec ingéniosité. Merci beaucoup. Sabine. Merci beaucoup. Alors, je suis d'accord, c'est une très bonne idée. Alors, je me mets à la place d'un ou d'une responsable de CERT. Je me dis, j'ai super envie de le faire moi-même. Je monte ma petite infra et tout. Alors là, effectivement, c'est industrialisé et tout. À part la rapidité de mise en prod, qu'est-ce que ça peut m'apporter de passer par Moken? Yes. Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent parce qu'effectivement, je mets souvent l'accent sur le fait que ce soit très très simple. Mais en réalité, derrière, si vous faites ça, vous allez probablement monter un serveur Nginx, Apache, mettre votre page, et un attaquant détectera en un Nmap que ce n'est pas un vrai Outlook, que ce n'est pas un vrai OpenVPN, etc. Donc nous, la majeure partie de notre R&D, elle est vraiment sur la construction de ces pages. Donc on a développé un framework qui nous permet de faire ce que j'appelle de l'orfèvrerie de page, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut configurer tout ce qui va répondre au GET, tout ce qui va répondre au POST, quels sont les endpoints qui vont être appelés. Et ensuite, on a un process très strict pour vérifier que Nmap détecte bien que c'est la bonne techno, Shodan, 106, Wapalizer, etc., etc. Donc il y a un énorme travail. Et pour vous donner un ordre d'idée, chaque nouveau profil qu'on met sur étagère, c'est environ 1 mois de R&D pour qu'il soit vraiment, alors indétectable complètement, je n'oserais pas dire ça, mais il devient extrêmement difficile. Il faut vraiment creuser fort pour trouver que ce n'est pas un vrai Outlook ou un vrai OpenVPN. Et on a une roadmap pour que ce soit encore plus compliqué à l'avenir. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est très long à faire. Mais effectivement, si vous voulez faire un quick win avec juste un Apache ou un Nginx, oui, ça peut se faire. Mais ce sera détecté en 3 secondes. Déjà, merci beaucoup pour la présentation et le dossier qui était vraiment très complet avec la vidéo. C'était bien. Et j'ai une question, justement, quand on détecte du phishing dans notre entreprise, on take down les serveurs rapidement, etc. Une question, voilà, c'est si c'est une solution en SaaS aujourd'hui, que les attaquants justement identifient qu'à un moment, il y a un truc un peu bizarre sur une plage de serveurs. Voilà. Comment vous faites pour être sûr qu'on ne détecte pas les différentes IP, les différents serveurs qui sont spécifiques à Moken? Comment vous restez anonyme dans ce phishing que vous créez vous-même? Ouais, alors, excellente question aussi, on nous la pose souvent. En fait, effectivement, déjà le fait que ce soit en SaaS, c'est une question qu'on nous pose. On dit c'est hébergé chez vous, les attaquants ils vont le voir tout de suite. En réalité, vu qu'on héberge ça sur AWS, Azure par exemple, si vous êtes vous sur Azure, vos IP et les nôtres sont mélangés et un attaquant ne veut pas savoir que c'est hébergé chez nous ou chez vous. Mais effectivement, on pourrait se dire Moken, on déploie que sur West Europe par exemple de Azure. Et donc ce serait, si c'est du West Europe et que ça ressemble à une page un peu bizarre, j'y vais pas trop. Donc là-dessus, c'est ce que je disais, on a une grosse partie R&D, on est en train d'engager un processus complètement de randomisation, j'ai pas le mot français, pardon, pour randomiser les zones qui vont être sélectionnées, etc. Toute notre R&D, elle est là-dessus en fait. On est 3 pentesters, les 3 fondateurs, 3 anciens pentesters, on sait comment faire du fingerprinting, on sait ce qui nous mettrait la puce à l'oreille, et on travaille énormément sur cette partie-là.
à quel moment, la plupart des identités qui circulent et qui sont testées sont des vieux machins qu'on connaît très bien et qu'on sait discriminer. À quel moment se fait la discrimination pour vous, pour éviter les faux positifs? Alors, effectivement, c'était le plus gros défi au début, puisque si on n'avait pas traité ce sujet-là, la solution ne sert à rien. Parce que, honnêtement, nous, sur certains de nos baits, alors ça dépend des profils, les attaquants attaquent plus certaines choses que d'autres. Certains de nos baits, on a 100 000 atomes par mois. Personne n'a envie de recevoir 100 000 alertes par mois ici, je suppose. Donc oui, on a mis ce qu'on appelle des Identification Profiles, qui nous permettent d'aller filtrer sur ce qui peut vous appartenir. Donc soit vous intégrez une liste... Donc en fait, le client ne fait à aucun moment une réconciliation en lien avec son AD, avec ses véritables identités. Alors ça, on a toujours voulu l'éviter parce qu'on trouve ça extrêmement intrusif. En revanche, on a développé des playbooks pour les plus grands SOAR, XOR par exemple, qui peut s'intégrer avec notre API et qui peut directement aller détecter dans l'AD si le mot de passe est bon. Mais en aucun cas on voulait mettre un mid server, c'est bien trop intrusif. Donc il y a 2 niveaux. Le dernier niveau, c'est l'intégration avec un SOAR pour déclencher une automatisation. Et le premier niveau, vous disiez, le premier niveau, c'est nous qui allons détecter par des regex, si c'est par exemple @ le nom de votre société, par une liste d'utilisateurs que vous pouvez intégrer. Vous pouvez intégrer tous vos utilisateurs, et donc si ça match un de vos utilisateurs, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Et voilà, et après on a tous les processus de filtrage, d'aller détecter si c'est dans la web inbound, etc., pour éviter si c'est déjà leaké de vous alerter. D'accord, vous faites de la veille, parce que finalement c'est des vraies identités, mais elles ont 5 ans, 10 ans. Après, il y a aussi des leaks qui sont pas forcément publics et qui sont joués, donc ça peut aussi être intéressant. Merci. Désolé, on est un peu... Thierry, dernière question. Juste une petite question. Le fait de tout voir, est-ce que ça vous permet de remonter en fait à l'entreprise un tableau de bord avec des indicateurs d'attaque, domaine par domaine, qu'on n'a pas aujourd'hui? Ça faisait absolument partie du projet, de pouvoir répondre à la question est-ce qu'on est vraiment attaqué? Et donc par bait, par domaine, si vous avez des filiales, vous pouvez savoir si pendant les résultats, vous avez été attaqué énormément, savoir si vous avez eu 150 000 robots et seulement 2 personnes qui ont essayé une vraie attaque. On a vraiment travaillé ce tableau de bord pour... les RSSI. Eh ben, un grand merci à l'équipe Smoken. Et bravo. Chers membres du jury, on est bon? On passe à la cavalerie 4e? On est bon? Allez, c'est parti. À toi, Hugo. C'est parti. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis ravi de vous présenter Kevlar. Kevlar, c'est quoi? C'est fondamentalement la réponse aux 5 pains principaux énoncés par les analystes SOC. Je parle des faux positifs, du travail répétitif et manuel, de la gestion et de la maintenance de playbook. Comment? Tout simplement en développant un agent autonome qui a été développé grâce à des LLM propriétaires open source qu'on a fine-tuné et une IA sur graphe, et qui va réaliser l'étape d'investigation d'une alerte de cybersécurité à la façon d'un analyste SOC à sa place. Celui-ci est donc libre de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, notamment la remédiation. Il reste pilote et maître à bord, car il a en main le rapport d'investigation et il peut décider de le suivre ou non. Cette approche, elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est l'autonomie et non pas l'automatisation. Contrairement à des SOAR, contrairement à des chat copilots qui requièrent l'intervention de l'analyste à chaque étape du processus, l'IA de Kevlar est capable d'ingérer n'importe quelle alerte de n'importe quelle ressource de votre IT via API, donc une intégration assez simple, de la lire, de la comprendre, de réaliser l'investigation et de rendre le rapport à l'analyste. Cette approche est agnostique. Comme je l'ai dit, nous intégrons via API à votre SIEM, votre DR, votre XDR, vos SOAR, tous vos systèmes d'information sans aucune difficulté. Nous ne sommes pas là pour vous obliger à mettre vos données chez nous ou vous obliger à changer de technologie. Et enfin, ce n'est pas une black box. Chaque étape, chaque élément de réflexion de l'IA est inclus dans le rapport d'investigation, permet à l'analyste de faire des spot checks ou au contraire de valider dans le détail ou parfois de ne pas être d'accord, et ainsi de guider l'action de remédiation au plus près du besoin spécifique de l'entreprise. Cette solution, elle a plusieurs avantages pour les RSSI qu'on va grouper en 3 blocs. Le premier, il est humain. Celui du burn-out que vous connaissez peut-être, j'espère pas, mais que vous avez sans doute vécu chez des collègues ou dont vous avez été témoin dans votre carrière. Moins de travail manuel, moins de faux positifs, moins de gestion des playbooks, c'est une meilleure rétention et aussi une possibilité de réorienter vos ressources vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'impact business aussi, bien sûr.
Parce que réaliser une investigation en 30 secondes ou en 4 minutes et demie, comme c'est le cas chez Kevlar, plutôt qu'en 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 240 minutes de levée de doute dans certaines sociétés avec qui on interagit, c'est autant de temps où votre société peut remédier et donc être protégée par le problème. Pour les MSSP, c'est aussi un avantage en termes de temps de remédiation moyen et de SLA. Et enfin, l'aspect défensif. Parce que bien sûr, investiguer au plus vite et régler un problème au plus vite améliore la posture défensive de la société à l'instant T. Mais dites-vous qu'investiguer systématiquement et en profondeur absolument toutes les alertes cyber que vous recevez, ça crée un corpus de données qui peut être exploité à l'avenir pour les investigations futures et ainsi créer des liens entre vos investigations d'aujourd'hui, celles de demain et éventuellement celles d'hier si vous êtes client de Kevlar depuis longtemps. Alors, cette techno, elle est éprouvée, elle est testée, elle est en prod chez des clients, mais je ne vais pas vous mentir, on n'en a pas beaucoup qui sont chez nous depuis très longtemps. Parce que même si on a une techno qui est mature, on est une boîte qui est assez récente, assez jeune, créée il y a à peine 1 an, mais nous avons déjà réussi à créer une équipe de dev qui a développé cette solution, qui, avec des design partners, continue à la construire et la déploie en production, et a déjà investigué des dizaines de milliers d'alertes de cybersécurité réelles dans un temps moyen, dont je vous l'ai dit, entre 30 secondes et 4 minutes et demie. La société, depuis 6 mois, commence à commercialiser sa solution et nous voyons déjà des clients en phase de finalisation de contrat du CAC 40, mais aussi dans le top 5 mondial, dans le top 200 MSSP. Je serais ravi de vous en parler ce soir. Merci. Bravo. Alors, qui commence? Thierry, vas-y. L'effort de déploiement, ça représente quoi? Alors, je vous l'ai dit, nous sommes agnostiques. Il y a certaines technos qui sont beaucoup plus faciles à intégrer que d'autres. Ça peut aller de 20 minutes à 2 semaines. C'est la réponse très courte. Je serais ravi de creuser avec vous si vous le souhaitez. Mais comme tout est par API, c'est assez simple. Déjà, merci pour la présentation. Il y a beaucoup de mots-clés quand même qui sont beaucoup assez identiques au sort. L'utilisation du sort avec des recettes, etc., qu'on définit, qui prennent du temps, etc. Vous avez justement des éléments un peu concrets justement de plus-value d'utiliser votre solution par rapport à des sociétés qui ont déjà des sorts bien développés, etc., d'automatisation, de choses, etc. Ben voilà. Concrètement, comment on peut savoir quelle plus-value peut faire votre société, votre produit dans une société, dans un SOC qui a déjà bien automatisé toutes ces démarches? Alors, l'avantage au quotidien, c'est qu'il n'y a pas de travail de maintenance des playbooks existants. Je me mets dans le cas de figure où le SOAR a déjà été développé, a déjà été conçu. Donc on n'a pas ce travail de maintenance, on n'a pas ce travail de devoir adapter la charge de travail existante, parce qu'on peut faire confiance à l'IA. Vous me parlez de concrètement. Concrètement, la façon dont on le prouve, c'est souvent en faisant des pilotes, en comparant les charges de travail, en comparant les résultats en particulier, et en comparant le temps d'investigation. Dans l'arrière-cuisine, pardon, ça se passe comment? Quel est le modèle que vous utilisez? Quelle est votre propriété, votre maîtrise de ce modèle-là? Votre capacité à le fine-tuner ou carrément à le refaire? Et c'est hébergé où? Là aussi, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'un gros acteur, un jour, peut décider de faire la même chose et de vous couper l'herbe sous les pieds, en fait? Alors, première partie de la question, si vous voulez bien. Sous le capot, il y a plusieurs LLM qui sont donc fine-tunés par nos soins selon le besoin lors de ce flux, donc l'ingestion de l'alerte, mais aussi le traitement de certaines données, la récapitulation à la fin, la validation d'un LLM par un autre, ainsi de suite. La technologie, le modèle sous-jacent, c'est des modèles open source qu'on peut intervertir les uns avec les autres au fur et à mesure que les nouveaux modèles s'améliorent. Donc plutôt que de se marier à une source spécifique, que ce soit Google Gemini, Meta, dont nous sommes partenaires, ou OpenAI, on peut vraiment les intervertir et on fait des tests au fil de l'eau. Et dès qu'on voit qu'un LLM de base est meilleur avec nos fine-tuning, on le remplace. Nous avons aussi donc une IA sur graph et d'autres éléments de machine learning qui nous sont encore plus propriétaires en plus de ce fine-tuning. Première partie de la question. Vous parliez de déploiement. Nous sommes agnostiques, comme je vous l'ai dit. Donc nous sommes disponibles sur le cloud, sur tous vos vendeurs préférés ou même ceux que vous détestez et que vous êtes obligés d'utiliser, mais aussi, bien sûr, dans votre environnement ou sur des modèles hybrides en fonction de ce dont vous avez besoin. OpenStack ou des choses comme ça OpenStack, je ne vous cache pas que je ne connais pas cette technologie, mais a priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas déployable sur des techno-cloud classiques. Question un peu dans le même esprit que celle de Jérôme à l'instant. On sait que les LLM, ce n'est pas une science exacte, ça peut aussi avoir un certain nombre de taux d'erreur, d'hallucination, le mot a été cité tout à l'heure.
Justement, comment est-ce que vous arrivez dans ce traitement, vous parlez beaucoup de la transparence des différentes étapes, vous parlez aussi d'un mode complètement autonome, ce qui aujourd'hui est quand même assez rare dans le monde des LLM et de l'IA. Comment vous gérez ce problème-là et est-ce que vous avez par exemple, je sais pas, un indicateur de confiance sur ce qui est en train de se passer qui pourrait aider peut-être les analystes aussi à prendre du recul? Alors la question est complexe, donc n'hésite pas à me la rappeler si j'oublie un morceau ou un autre. Pour ce qui est de la transparence, c'est vraiment au niveau du rapport, et vous envoyez peut-être un petit screenshot ici. Chaque étape de l'IA, toutes les ressources qui ont été utilisées sont expliquées soit dans notre interface utilisateur, soit directement dans votre outil de ticketing, parce qu'on s'intègre aussi là aussi. Si vous cliquez sur ce petit bouton, vous aurez tous les insights, exactement les observables qui ont été utilisés, les observables qui ont été de sortie, et des liens pour faire des spot checks. Ça, c'est une façon d'exprimer la transparence à l'utilisateur final. Nous, de notre côté, parmi les contrôles pour éviter les hallucinations, ainsi de suite, on a développé des technologies, on demande parfois même à des LLM de valider que la conclusion du LLM B est pertinente par rapport à l'observable d'origine. Donc on évite ainsi la création d'observables et la fantaisie de certains LLM. C'est vrai que c'est un risque. C'est une méthode comme une autre pour éviter les hallucinations, mais il y a d'autres fail-safe, on va dire, dans la solution. La troisième partie de votre question. C'était un indicateur de confiance, mais finalement vous y avez un peu répondu. Est-ce qu'on voit le LLM qui répond au LLM qui dit « je suis pas sûr que tu as fait la bonne réponse », c'est visible ça? On ne l'a pas encore mis à disposition de nos clients, mais il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Pour les indicateurs de confiance, on en avait, mais les retours de nos clients, c'était que ce n'était pas assez porteur de décision. Donc ils ont d'ailleurs préféré qu'on aille directement et dire ceci est not harmful, malicious ou suspicious, s'il y a un doute. Mais avant, on avait toute une gradation, et ça ne permettait pas l'action, qui est ce qu'on veut permettre à l'analyste SOC. Je suis suspicious, mais il faut arrêter. Merci Hugo et bravo. On y va pour le dernier? J'avance vite, vite, vite. Voilà, pardon. Voilà, c'est parti pour Olivier. C'est à toi. Merci. Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Olivier Morel, je suis directeur général chez Snowpack. Snowpack, c'est un nouveau paradigme en cybersécurité, l'invisibilité sur Internet. Nous sommes convaincus que si un attaquant ne vous voit pas, il ne peut pas vous attaquer. En effet, vos systèmes d'information sont constamment épiés, surveillés, scannés par des cyberattaquants qui, irrémédiablement, vont trouver des failles dans votre SI, vont identifier des portes d'entrée, et non seulement la porte, mais également la marque de la serrure. Ces attaquants sont des script kiddie, des États-nations, des groupes cybercriminels, et ils vont exploiter ces vulnérabilités à coups d'attaques déni de service, d'exploitation de vulnérabilités 0-day ou intrusion dans votre système d'information. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ces attaques sont légion. Si vous regardez les derniers rapports du CESIN, par exemple, le baromètre, ou les derniers rapports de l'ANSSI sur les vulnérabilités sur les équipements de sécurité, ces attaques sont très nombreuses. Snowpack, c'est un moyen d'éviter ces attaques-là. Comment ? Snowpack, c'est la cape d'invisibilité qui vous protège des attaques sur Internet en rendant invisible tout ou partie de votre système d'information des attaquants et en ne les laissant disponibles qu'aux seuls ayant droit d'en connaître. On va masquer les assets de sorte à les rendre, inattaquables. On a deux offres principales qui sont centrées soit sur l'utilisateur, dans le premier cas, Invisible Access, qui permet de protéger un utilisateur parce qu'il est sensible, un VIP, un soldat sur un théâtre d'opération, un journaliste, une profession réglementée, ou parce que son activité est sensible, parce qu'il fait de la CTI, de l'investigation numérique, du renseignement sur le dark web. Mais également, on va protéger avec ces deux offres-là les assets du système d'information qui sont exposés sur Internet. Des VPN, des serveurs, des services, des API, des web services, des sites qu'on va vouloir invisibiliser et ne rendre disponibles qu'à certains utilisateurs seulement. Comment ça fonctionne? Ce n'est pas de la magie, c'est breveté. Si on compare avec une solution de sécurité comme un VPN par exemple, un attaquant ici il va savoir que Alice parle à Bob et il connaîtra la marque du tuyau. Avec Snowpack, on va masquer tout ça en s'appuyant sur 4 principes fondamentaux. Le premier, c'est un network overlay, un réseau de nœuds pour ceux qui connaissent, dans lequel on va envoyer les données qu'on aura au préalable anonymisées et fragmentées en les mélangeant avec des bruits aléatoires pour générer des flocons. Ces flocons de neige, on va les envoyer sur 2 routes au sein de ce réseau et on sortira du réseau là où on voudra et on se rendra les informations totalement invisibles de l'attaquant. Ces propriétés apportent des avantages technologiques très forts, une indépendance technologique. Nous ne sommes pas tiers de confiance. Ça veut dire que même Snowpack, ni un cyberattaquant, ni un État-nation, ni Snowpack lui-même ne saura ce que vous faites sur notre réseau. Ça vous rend indépendant.
On a un anonymat qui est total, une capacité d'invisibiliser aussi bien des flux user que des composants du SI, une résilience by design, et enfin une intégration hyper simple, puisque le réseau existe déjà. Il suffit d'un simple client logiciel qui est multiplateforme qu'on va installer pour rentrer dans ce réseau Snowpack ou d'un SDK si on protège une application ou un serveur. Nous sommes une spin-off du CEA, un des plus grands centres de recherche technologique européens. Notre technologie est brevetée. Elle s'appuie sur 7 ans de R&D et 4 brevets internationaux dont nous avons l'exclusivité mondiale. Notre réseau aujourd'hui est déjà composé d'une quarantaine de nœuds en Europe sur 6 pays européens. Nous avons beaucoup d'accords avec des clouders et nous continuons de la déployer. On fera l'Asie sous peu. Enfin, on répond à beaucoup de cas d'usage. On apporte vraiment un nouveau paradigme qui permet de sécuriser des petites et des grandes organisations et les plus critiques et les plus sensibles qui avaient peut-être jusqu'à présent pas de moyens de répondre à la prévention, à la remédiation, à la gestion de l'obsolescence, à l'exposition de leur surface d'attaque, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Avec Snowpack, on amène vraiment ces nouveaux modes. On est intégré dans un certain nombre de partenaires. On ne communique évidemment pas sur nos clients privés, puisque s'ils veulent être anonymes et invisibles, ce n'est pas pour qu'on les dénonce ici devant vous. Et donc, j'avais pas. Et pour finir, excusez-moi, ne nous croyez pas tester notre technologie. Et n'oubliez pas qu'en cyber, pour vivre heureux, vivons cachés. Merci. Merci Olivier. Olivier, pour démarrer la partie des questions-réponses du jury, j'ai une question de la part de Thomas Fillot, membre de notre jury, qui malheureusement est en déplacement aujourd'hui. Donc je vais te lire sa question. Le succès de Tor vient de son anonymat total, qui, soyons honnêtes, oui, je fais les pauses, a permis des usages très bénéfiques, comme la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte, mais aussi beaucoup d'usages plutôt malveillants, puisque les forces de l'ordre ne peuvent pas identifier les communications. Excusez-moi. C'est un débat qui est souvent un frein au déploiement à l'échelle de solutions de communication complètement anonymes et décentralisées. Comment comptes-tu, je l'adapte, à la fois permettre un déploiement à l'échelle et un succès commercial et respecter les législations des pays qui imposeraient de tracer les connexions pour permettre aux forces de l'ordre d'investiguer? Vous avez 2 heures. En fait, non, j'ai 1 minute. J'ai bouffé 1 minute. Alors, Tor n'est pas de l'anonymat total. Tor est un tiers de confiance pour ceux qui connaissent, puisque c'est un réseau de nœuds comme nous. Donc, on est souvent comparé à cette technologie-là dans son essence. Ils font du chiffrement, on fait de la fragmentation, mais les nœuds de Tor sont tiers de confiance, puisqu'il y a un endroit où ils consolident toute la donnée. Et si on se positionne sur ce nœud, on peut quand même intercepter des choses et hacker de la donnée. Donc nous, on a une vraie différence fondamentale, au-delà d'autres dimensions techniques, comme les performances, comme le multiprotocole, comme la vertu de notre réseau, qui n'est pas fait pour les cybercriminels, mais pour s'en protéger. Le deuxième point, c'est que la législation, effectivement, quand on est dans le réseau Snowpack, on utilise un client pour accéder au réseau et envoyer les données dedans. Donc la loi nous impose d'avoir des logs au niveau de ce client, ça c'est la loi. Ce client, il existe en différentes déclinaisons, avec et sans log. Et donc on peut avoir un anonymat total sans log, dès lors qu'un KYC a été fait avec le gouvernement de la société qui souhaite avoir cette implémentation. Donc on est en parfaite adéquation avec la loi dans le cas d'un utilisateur qui accède, qui s'invisibilise lui-même avec notre technologie. Il a une log et là, en cas de décision de justice, on doit transmettre cette log. En revanche, dans certains cas, post-KYC, il n'y a pas de log, donc il y a bien l'anonymat total. Et dans le cas où j'accède à un service invisible, donc le deuxième cas de notre offre, là on est sur un réseau finalement privé, et donc cette question des logs ne se pose pas, et cette question de la législation non plus. Donc on pourra développer avec Thomas Fillot plus loin, parce qu'effectivement les connaisseurs de Tor peuvent souvent nous comparer à cette technologie-là. Il écoutera le podcast de cette soirée, il me l'a promis, donc, et on en discutera bien évidemment demain. Mais les autres membres du jury, vas-y Loïs. Déjà, merci pour la présentation qui est très claire. 2 questions très rapides. En termes d'impact sur la latence, aujourd'hui, notamment quand on coupe les flux, on fait des petits flocons un peu partout. Quel est l'impact? Est-ce que c'est déjà été mesuré? Et la deuxième, c'est en termes de déploiement. Si demain une société veut justement commencer à mettre en place cette solution, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est devant tous les VPN, il faut mettre en place votre solution. Enfin, comment ça fonctionne en termes de déploiement pour une entreprise? Merci. Ok, merci. Alors l'impact pour les performances, évidemment, il y en a un, puisqu'effectivement, un paquet IP, il est splitté en 2 morceaux et on génère des flocons. Donc on a un impact qui est équivalent à celui d'un VPN. Donc les mesures montrent qu'on ajoute quelques millisecondes sur la requête utilisateur, ce qui ne se ressent pas auprès de l'utilisateur. Donc on a vraiment un impact qui est assez faible. L'enjeu, finalement, il est plutôt sur la taille des tuyaux entre les nœuds. Et donc là, on sait scaler cette taille de tuyau. Aujourd'hui, on est à 1 gigabit par seconde entre chaque nœud.
on va upgrader à 5 d'ici fin d'année et à 10 en début d'année prochaine. Donc on sait scaler la taille des tuyaux pour encaisser tout ça. Oui, parce que plus vous avez de clients, je me permets, plus vous avez de clients, plus ça prend de la latence. Donc il faut aussi vous adapter par rapport à vos clients, enfin au nombre Absolument. de clients. On scale vraiment le réseau en fonction du succès de l'opération, du nombre d'utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, meilleur est l'anonymat et l'invisibilité, mais on doit scaler effectivement les performances. Sur la deuxième partie, le réseau, il existe déjà. Il est déjà opéré par Snowpack et par certains de ses clients, donc pas seulement nous, sur différents cloud providers. Et donc, il y a juste besoin d'un agent logiciel qui, pour l'utilisateur lambda qui accède à un service invisible Snowpack ou qui utilise Snowpack pour invisibiliser ses flux, il a une appli smartphone que vous pouvez télécharger sur notre site web, sur iOS, Android. Il a un client Windows, Linux, Mac qu'il installe sur son PC. Ça, c'est le côté utilisateur. Côté serveur, quand j'invisibilise un service, c'est une opération très simple, quelques lignes de code qui sont déployées directement à travers le composant si on a déjà un partenariat technologique avec un des acteurs qu'on a vu là-bas, ou alors dans un Docker en frontal du composant qu'on veut sécuriser, donc entre Internet et le composant en question. Ce qui va se passer, c'est que Bob, si c'est un serveur, on va fermer tous les ports, il n'y aura plus d'IP, plus de metadata, plus de ports, on va le snowpackiser, c'est un nouveau mot qu'on vient d'inventer dans la langue française, et on va utiliser cette snowpackisation, c'est encore plus moche, pour accéder au réseau Snowpack. Donc le temps de déploiement, il est vraiment très court, et c'est aussi pour ça qu'on s'adresse à tout type d'organisation, y compris des petites qui n'auront pas forcément les moyens d'embarquer une armée pour installer des logiciels. Très clair, merci. Merci Olivier, il est vraiment temps de... Allez, non, Sabine, c'est moi qui ai pris trop de temps. Vas-y Sabine, dernière question, une question... Donc là, ok, on snowpackise un serveur. Comment ça se passe? Vous parliez tout à l'heure de cacher toute la surface d'attaque d'une entreprise. Comment ça se passe pour une entreprise qui va potentiellement avoir des centaines, des milliers d'IP publics, une empreinte dans le cloud, etc. Oui, alors j'ai peut-être dit ou pas, mais en tout cas, je voulais dire tout ou partie, parce que toute la surface de l'entreprise, c'est un peu peut-être délirant ou peut-être impossible, j'en sais rien, parce que ça dépend de la taille de l'entreprise, selon si on a une PME ou un grand compte du CAC 40, évidemment. L'objectif, c'est vraiment de sécuriser tout ce qui est peut-être pas patchable en temps réel. Un système obsolète de production sur une industrie, par exemple, qui est encore sur des systèmes obsolètes. De sécuriser des environnements de non-production que vous ouvrez à des partenaires ou des clients et qui n'ont pas le même niveau de sécurité que les assets les plus critiques dans votre SI. Donc tout ce qui va vous permettre finalement de cacher ces assets-là parce qu'ils sont accédés par certains utilisateurs seulement et pas par la terre entière, vous allez les rendre invisibles et les rendre accessibles que par ces gens-là. Donc quand on est une grande entreprise, on va choisir les assets qu'on invisibilise et quand on est une petite entreprise comme Snowpack, on va tout snowpackiser pour se cacher. On se cache là, désolé, c'est bon? je vais me cacher là-bas. Merci, va te cacher. Bon, sérieux, ils pitchent depuis ce matin à 8 heures quand même. Hein. Ils ont, voilà, c'est vraiment, il faut voilà. Didier, tu confirmes? Je ne sais pas l'énergie d'où vous la prenez. Bravo, 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 bravo à nos 5 startups. Et maintenant, il est temps de travailler. Attendez, j'avance vite. Voilà. Oh merde. Non, voilà. Donc, il est temps de travailler. Est-ce que vous avez tous les boîtiers? Vous êtes sûrs? Bon, on passe au vote du public. Rappel, très important, très honorifique, très important pour nos startups. Vous représentez le potentiel des assises, le potentiel d'achat, le potentiel des clients, donc c'est très important. Donc, tout est expliqué. Vous gérez des crises en cybersécurité, donc vous devriez pouvoir gérer un petit boîtier pour voter, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rapidement quand même. Donc, vous avez 60 secondes pour choisir votre meilleure start-up. C'est parti. Tu regardes?
Écoutez, chacun gère sa crise. Vous gérez des crises, cybersécurité. Nous, on gère des boîtiers. Donc, je vous demande un petit peu de patience. Vous avez fait le choix? Maintenant, ça mouline. Tu as expliqué un peu plus ce matin comment ça s'est passé, ce que ça apporte Oui. Mais, attends, de quand tu parles? Oui, aux 50 compagnies. Ah, je fais tout un pitch. Ah oui, 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 oui. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas. Roulement de tambour. Le gagnant du prix du public, vote du public est Morgan. Quelques mots? Eh ben, merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir ce très beau prix. En plus, je ne m'attendais pas à une gravure sur bois. Version RSE. Non, vraiment, merci infiniment. Bravo à tous les autres, surtout aussi, qui ont participé à l'aventure. Et merci énormément à Cyberbooster et à Ryder & Davis pour cet accompagnement premium. Eh ben, je te confie le prix. Merci beaucoup. Et puis, si jamais ça vous intéresse d'en parler un petit peu plus, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis surtout, passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Ah. Est-ce qu'un anniversaire de 18 ans peut juste passer comme ça, comme si de rien n'était? Il faut quand même qu'il y ait une surprise. Alors, on a une belle surprise. Pour les 18 ans de ce prix, les Assises, toute l'équipe des Assises a décidé de faire un cadeau, pas au prix, mais de faire un cadeau à qui? À vous, à nos participants. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais le cadeau que vous allez avoir ce soir, ce sera une place, en fait, un vrai, pour un tribune VIP au Grand Prix Formule 1 de Monaco de 2025. Je ne vous en dis pas plus. Pour avoir... Eh ben non. Rendez-vous dans la salle où le jeu va se passer. Donc, on prend une petite coupette, on boit un peu, et d'ici une petite demi-heure, on lancera le jeu pour gagner la place. Merci beaucoup, et merci au Start